Eh bien alors, on y va. Merci, cher Jean Raffarin, d'avoir accepté ce rendez-vous matinal avec mes confrères de l'Association de la presse étrangère. Chacun connaît votre brillant parcours politique, votre franc-parler, mais aussi votre esprit consensuel quand il le faut. Vos avis ne laissent pas indifférents chez les Républicains où vous tenez votre place. Et le centriste que vous êtes resté dans l'âme depuis Giscard a rejoint Alain Juppé pour les prochaines primaires républicaines. Mais commençons par l'actualité et j'avoue avoir changé de sujet de première question depuis 2 jours. Je vous demanderai très simplement ce que vous pensez de l'issue du lamentable feuilleton sur la procédure pénale et la déchéance de nationalité après 4 mois de déclarations, de discussions, d'engagement et de désengagement. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler avec des journalistes qui s'intéressent à la France, mais qui en même temps ont des horizons élargis. Et donc, ce sera intéressant d'avoir des échanges. Sur la situation constitutionnelle, je l'avais dit au président de la République dès le début, quand il a annoncé qu'il proposait une réforme de la Constitution, que je pensais que c'était une mauvaise interprétation de l'unité nationale qui s'était exprimée le 16 novembre. Le 16 novembre, nous sommes levés, tous les parlementaires de droite et de gauche, pour applaudir le président, pour nous rassembler. C'était à la fois un geste d'émotion, de compassion, mais aussi un geste de responsabilité. Et il était à ce moment-là clair que nous étions prêts à soutenir ce que disait le président de la République. Mais nous n'étions pas prêts à entrer dans une manœuvre préélectorale, une manœuvre qui allait essayer de déboucher sur une astuce politique. Le président de la République, au lieu de nous proposer le contenu de son discours de Versailles et de nous dire je vous demande d'approuver par la réponse ce discours, il est entré dans des discussions avec le Parti socialiste, avec le groupe à l'Assemblée nationale. Il est arrivé sur un texte, 4 mois après, qui en fait était un texte pour lequel il y avait une forte contestation à l'intérieur du Parti socialiste. La manœuvre a échoué, mais elle a échoué comme le piège qui se retourne sur le piégeur, parce qu'il est clair qu'on ne transforme pas un élan, qui est un élan de responsabilité le 16 novembre, en une manœuvre médiocre 4 mois après. Et donc je pense que le président a changé d'horizon brutalement, et que changeant d'horizon brutalement, il a perdu la puissance qui était celle de l'émotion. Je crois vraiment qu'il est toujours possible de faire l'unité nationale aujourd'hui sur les grands sujets que sont les 2 principales priorités des Français aujourd'hui, la sécurité et l'emploi. Je pense que sur la sécurité, nous l'avons déjà démontré, puisque nous avons voté une nouvelle loi sur le renseignement qui donne des moyens importants à nos services, financiers, humains et juridiques, et que nous pensons utile d'avoir une réflexion sur l'emploi. J'avais proposé au président de la République, au Premier ministre, d'engager un travail commun sur l'emploi. Ça n'a pas été possible. Le président a continué dans sa négociation avec le groupe socialiste de l'Assemblée et ses frondeurs et ses difficultés. Et on en est à la loi Khomri aujourd'hui qui est contestée dans la rue. Je pense que ces 2 exemples où on peut faire l'unité nationale à condition de placer ça hors d'un champ de manœuvre politique. Donc, le président de la République est réputé pour être un homme très habile, trop habile peut-être, à se prendre les pieds dans ses propres calculs et dans ses propres manœuvres. Donc voilà la leçon de cette affaire. Je crois que c'est un manque d'altitude sur le sujet qui provoque cette situation. Ne manque-t-il pas quand même, il n'a pas les coups des franches avec sa gauche, il mène une politique pour laquelle il n'a pas tout à fait été élu,
c'est pas toujours son choix, ça. Non, mais dans ce cas-là, il ne faut pas aller chercher une majorité des 3/5 au Congrès. Mais si vous voulez, quand on n'est pas sûr de sa majorité, on peut difficilement aller chercher plus large. Je ne veux pas à l'excès critiquer le président de la République, ce n'est pas ma fonction et je le respecte par définition. Mais si vous voulez, il est clair qu'il a une majorité étroite et il ne peut pas demander à l'opposition de résoudre les problèmes de la majorité. Hier, dans son discours, c'était presque comme s'il regrettait que la droite ne soit pas à gauche. Mais ce n'est pas nouveau que la droite ne soit pas à gauche. Donc on ne peut pas demander à la droite de régler les problèmes de la gauche. On peut éventuellement demander à la droite d'ajouter des voix à la gauche sur un certain nombre de sujets quand il y a consensus. Mais on ne peut pas demander à la droite, on ne peut pas être déçu que l'opposition s'oppose. Il ne faut quand même pas demander à l'opposition des choses qu'elle ne peut pas faire. On voit bien qu'aujourd'hui, autant nous pouvons voter, comme nous l'avons fait par exemple sur la loi d'actualisation de nos dépenses militaires, on a augmenté nos moyens donnés à nos armées, la droite et la gauche ont voté ensemble sur ce texte. Donc on est capable de le faire, comme on a voté sur la loi renseignement. On pourrait voter, si on les prépare en avant, et si tout n'est pas organisé dans un contexte de manœuvre. J'ai eu l'occasion de dire hier dans une émission de télévision que je souhaitais que le président de la République sorte d'une obsession de 2017 et pense à 2016. Et je pense qu'un président de la République aujourd'hui, pour être dans sa fonction à l'aise, il faut vraiment qu'il donne le sentiment aux Français qu'il s'occupe des urgences du pays et non pas de la situation de l'année prochaine. Et on a trop le sentiment de cela. Mais la situation est grave dans le pays. Nous avons une situation internationale, on y reviendra, qui est extrêmement préoccupante, une situation nationale qui, sur le plan économique, n'est pas satisfaisante, et donc il y a besoin d'un sursaut, il y a besoin que nous fassions preuve les uns et les autres de bonne volonté. Moi, je reste disponible pour des actions dans mon pays, pour le sujet qui est le sujet majeur du pays, qui est le chômage et la politique de l'emploi. Bien, mais on pourra enchaîner, vous venez de dire, on va en reparler, de la politique internationale. Alors au fond, allons-y. Allons-y, c'est très vaste, c'est une très vaste question. Quel est votre regard sur notamment la politique au Moyen-Orient, en Syrie, et comment ce qu'a été la politique de la France jusqu'à maintenant, et comment voyez-vous l'évolution de tout cela? Là, c'est au président de la Commission des Affaires étrangères que je m'adresse. Je parle de la situation du Levant, mais en effet, aujourd'hui, tout est très préoccupant. Bon, au Levant, moi, je vois trois choses qui sont très importantes. La première, c'est que Daesh recule. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles, et ça fait partie quand même de faits qui ont quand même des conséquences qui ne sont pas toujours bonnes. Mais je veux dire par les déplacements, et notamment par le fait que quand nous gagnons du terrain au Levant, je crains que nous en perdions en Libye. Par les transferts, quand on saisit les richesses de Daesh, les financements de Daesh au Levant, ils vont chercher des financements ailleurs. Mais il y a cette situation qui est une donnée, Daesh recule. Deuxième donnée, la Russie est redevenue au premier rang parmi les nations du monde. Fait important. La Russie a été mise en accusation mondiale avec l'affaire de la Crimée. Elle redevient aujourd'hui un acteur de premier plan qui est évidemment un élément qu'il faut intégrer. Et troisième sujet de ce qui se passe au Levant, c'est la ligne politique de la France qui a été récemment clarifiée quand on a dit clairement que Daesh était la première adversaire et le premier ennemi, et qu'on est sorti de ce que nous avons appelé le ni Daesh, ni Bachar. Donc, mais là, il y a encore des sujets sur ce point de la France, dans ce sujet-là, qui est l'analyse que nous faisons sur les conséquences de ce conflit
et notamment ce qui nous implique, de mon point de vue, un devoir d'observation beaucoup plus attentive de la situation libyo-tunisienne, qui est une conséquence de cette situation, pour laquelle nos intérêts sont évidemment beaucoup plus forts encore que dans la situation du Levant. Parce que là, nous sommes avec cette jeune démocratie tunisienne qui peut se trouver menacée par une frontière libyenne devenue de plus en plus dangereuse, et qu'on a là un foyer de crise à venir qui est un foyer de crise qui n'est pas sans lien avec ce qui se passe au Levant. Et donc je pense que là, je ne parle pas d'intervention en Libye, je ne parle pas aujourd'hui d'opération, mais je parle d'une attention parce que les intérêts de la France sont directement liés à cette situation de la France sur le plan de nos intérêts politiques, mais aussi de l'intérêt général d'une jeune démocratie qui ne peut pas, ce serait une catastrophe que la seule vraie expérience démocratique avancée du printemps arabe se trouve être dans une impasse. Donc, ceci est ce qui nous est imposé. Donc, qu'est-ce que je tire comme solution, comme conclusion de cette situation? C'est que, 1, la France doit redevenir une nation forte à sa politique indépendante. Et il faut donc rétablir des relations de discussion avec la Russie, sujet important. On ne peut pas donner un sentiment international comme quoi la France serait à nouveau alignée sur la politique américaine. Les Américains sont des alliés, nous travaillons avec les Américains, mais la France est fondée à une politique d'indépendance, et cette politique d'indépendance doit la conduire à équilibrer ses relations. Je pense que la situation en Russie est préoccupante, la situation intérieure est préoccupante parce qu'il y a une dégradation économique avec d'une part les cours de l'énergie et avec d'autre part les sanctions. Je pense que ce sont des sujets qu'il faut traiter et qui ne sont pas, ces sujets-là, indépendants, je dirais presque innocents de la situation dans laquelle se place M. Poutine sur le plan international. Donc nous avons là un sujet qui doit être un sujet de rééquilibrage de la politique française, c'est ce qui me paraît le plus important. Dans ce contexte-là, on voit bien que le Levant nous impose quand même un retour à cette logique d'indépendance quand nous voyons les tensions entre la Turquie et la Russie, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, tous les conflits secondaires qui existent dans ce conflit primaire du Levant, et de toutes ces arrière-pensées qui existent. Et on voit bien que sur ces sujets, la place des Kurdes dans la préoccupation turque, chacun a plusieurs préoccupations dans ce conflit. Et la France, si elle veut jouer un rôle d'équilibre, doit elle-même équilibrer sa politique étrangère. On a des relations avec l'Arabie Saoudite qui sont des relations confortées encore récemment par le président Hollande. Cela ne doit pas nous empêcher d'avoir des relations avec l'Iran qui puissent, à la suite de l'accord du 14 juillet, nous permettre d'avoir l'Iran qui retrouve sa place aussi aux grandes nations du monde et qu'on puisse avoir avec l'Iran des relations qui visent et à la paix et au développement économique, sachant que des sujets qui sont très importants pour la France comme le Liban sont directement liés à ces relations. Donc en résumé, dans tout ce contexte qui est un contexte et complexe et dangereux, je suis pour un retour d'une politique de la France qui soit une politique fondée sur des valeurs et sur un sens pragmatique de la politique étrangère et qui se fonde sur une volonté de relations internationales équilibrées. Moi, je reste de ceux qui pensent que c'est par l'équilibre entre les nations qu'on fera la paix du monde et pas par la puissance des uns par rapport aux autres. Donc, je pense que c'est l'équilibre qui est
la vertu majeure dans une politique internationale aussi troublée qu'elle est aujourd'hui. Êtes-vous favorable à la reprise de relations avec les Syriens, avec Bachar? Je pense que, comme l'a Il y avait une dit... délégation il y a quelques jours qui était. Vous êtes favorable? Non, moi, je ne suis pas favorable à ce que nous participions à ces opérations de communication du régime syrien. Je pense que... Je suis, pour être très clair, je ne suis pas défavorable à la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, mais organisée avec les lois du Parlement. Exemple, aujourd'hui, la Commission des Affaires étrangères a fait un séminaire avec la Commission des Affaires étrangères du Conseil de Fédération russe. Nous nous sommes réunis toute une journée. Nous avons fait un rapport sur la Russie que les Russes ont traduit et qu'ils ont analysé. Ils sont venus nous apporter l'analyse russe du rapport français. Ça, c'est de la diplomatie, mais c'était une décision de la Commission en accord avec le président du Sénat, qui avait, avec ses partenaires, avec la présence de nos ambassadeurs. Nous étions dans la diplomatie parlementaire organisée, pas dans une diplomatie parlementaire où les uns ou les autres sont à un moment, quelquefois peut-être malgré eux, ou quelquefois avec leur contrôle, sont liés à des opérations de communication qui ne sont pas satisfaisantes. Nous ne pensons pas, évidemment, que l'avenir de la Syrie passe par la de Bachar. Nous considérons évidemment qu'il faut discuter aujourd'hui avec l'État syrien pour trouver une issue politique. Donc c'est pour ça que j'étais de ceux qui étaient satisfaits de voir qu'on sortait du ni Bachar ni Daesh. Donc on ne veut pas de Daesh, il faudra une issue politique. Cette issue politique, nous la voyons sans Bachar, mais il faut discuter avec les amis de Bachar pour voir quelle est la sortie. Et je trouve que la position russe et la position française sur cette perspective dans les discussions n'est pas encore voisine, mais s'est rapprochée. Je pense que c'est un élément important dans les discussions de bien voir que nous ne sommes pas favorables à Bachar, mais nous acceptons la discussion parce qu'on n'aura pas évidemment de sortie politique s'il n'y a pas une discussion avec les représentants de l'État syrien. Monsieur le ministre, à propos des primaires chez les Républicains, est-ce que vous estimez que les difficultés personnelles de M. Sarkozy et donc indirectement les difficultés politiques conduisent à une multiplication des candidatures aux primaires et aussi peut-être à un émiettement de la ligne politique de la République? Franchement, je ne le pense pas. Nicolas Sarkozy a des capacités personnelles de pédagogie et une certaine force qui font de ces difficultés quelquefois des atouts. Et cette situation un peu de victimisation dans laquelle est placé parfois Nicolas Sarkozy ne lui fait pas, ne lui apporte pas toujours que des désavantages. Donc je ne pense pas que sur le plan électoral, il souffre à l'excès de cette situation. Tout dépendra de l'évolution des différentes procédures, mais je ne le crois pas. Je pense que cet émiettement des candidatures est principalement lié au fait que c'est un processus nouveau et que nous avons vu avec l'expérience socialiste, parce que pour une fois, et c'est un bon signe, la droite suit la gauche, nous nous inspirons de la gauche dans cette procédure, et qu'on a vu quand même que M. Valls est devenu Premier ministre après avoir fait 5%. Que finalement, les primaires, c'est une sélection pour les uns, c'est une négociation pour les autres. Et donc, la ligne de départ, c'est un peu la ligne gouvernementale. Donc, si je veux être placé à l'arrivée, je me place au départ. Personnellement, je vais vous dire, moi j'ai un objectif principal, qui est le taux de participation à cette primaire. Plus il y aura de personnes qui participeront, plus la primaire sera crédible, lisible et significative. Et donc, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui candidats élargissent l'offre.
Et plus l'offre sera large, plus il y aura de participants. Donc qu'il y ait beaucoup de participants, je pense que ça va plutôt servir le taux de participants électoraux à ces échéances. Donc je ne vois pas cela comme une fragilité, et qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des profils très différents. Je vois bien qu'en termes d'intention de vote pour le moment, ça ne change pas les rapports de force pour ceux qui sont la tête du peloton. Voilà. Donc je pense que, moi, je crois que vraiment une offre large va favoriser la participation. Et donc c'est plutôt une bonne évolution. Est-ce qu'ils vont avoir tous leur parrainage? Non. Non. Non, non. Donc à l'arrivée, ce sera plus restreint. Ils auront fait leur pub, ils auront fait parler d'eux, ils auront préparé les ce qui est aussi intéressant, c'est que je lisais hier soir les propositions, j'ai un de mes amis qui a fait un tableau comparé de toutes les propositions de tous les candidats. C'est quand même intéressant parce qu'il y a de la créativité dans l'air aujourd'hui. Chacun annonce ses propositions et au fond, comme la gauche n'est pas très menaçante dans cette campagne, que la vraie menace c'est le Front National, que la droite, un an avant les élections, fasse cet effort programmatique avec un appel à la créativité de tous, c'est pas forcément mauvais. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à la fois on voit des consensus apparaître sur la politique de l'entreprise, sur la politique de l'emploi notamment, et puis on voit des sujets de divergence, et donc je trouve que c'est bien d'avoir cette échéance qui va nous permettre de trier un peu les idées, parce que au fond, le programme qui va sortir du candidat élu sera un peu les bonnes propositions qui auront convaincu pendant la primaire. Et donc, il y a dans cette primaire, il y a certes la sélection du candidat, mais il y a aussi l'émergence des bonnes idées. C'est intéressant, en effet. Moi, je pense que... Pensez-vous que Nicolas Sarkozy pourra se présenter, décidera de se présenter Oui, au fond? oui. Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui a une forte confiance en lui. C'est un atout incroyable, c'est un pédagogue. Combien de fois j'ai vu à l'Élysée les parlementaires arriver dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, sceptiques, de mauvaise humeur, et je les ai vus sortir enthousiastes, gonflés, parce qu'il les avait remobilisés. Et donc il a cette capacité de retournement, il a cette énergie. Ça ne dure pas forcément longtemps, il faut le faire régulièrement, mais il a une force exceptionnelle. Il est confiant, il a rarement vu une salle lui résister. Et donc, il pense au fond de lui-même qu'il est capable de changer la donne et de gagner cette inversion de l'opinion publique face au rejet qu'il doit affronter en ce moment. Donc, je crois qu'il mènera campagne. Je ne vous dis pas qu'au dernier moment, si la situation est impossible, c'est quelqu'un d'intelligent, il pourra sans doute tirer les conclusions de l'impossibilité de la situation, si elle devenait impossible. Mais il attendra le dernier moment, parce que jusqu'au dernier moment, il fait partie de ces hommes qui pensent qu'ils ont la force de changer le monde eux-mêmes. Ensemble, tout est possible. Et donc il a cette énergie-là, et il a aussi un talent pour cela. Alors, est-ce qu'il peut le faire? Ça, c'est difficile. On note qu'il vient de faire, avec la sortie de son livre, avec plusieurs émissions de télévision, une apparition assez forte qui ne semble pas avoir changé la donne, qui ne semble pas avoir fissuré ce mur du rejet. Mais la course est longue. En politique française, la situation un an avant l'élection présidentielle est une situation souvent trompeuse. Donc nous l'avons vu à plusieurs reprises. Ceux qui connaissent bien, vous en êtes, la politique française savent qu'il faut être prudent, que nous avons eu des beaux destins comme celui de M. Balladur, de M. Léotard, de M.
Giscard par rapport à M. Mitterrand, M. Mitterrand par rapport à Giscard, Michel Rocard qui avait tous les ans. Michel Rocard, 6 mois avant la présidentielle de 1981, fait 60% contre 40 à Giscard. Mitterrand fait 40 et 60% Giscard. Et que Rocard écrase Giscard et Mitterrand est écrasé par Giscard en octobre 80. 6 mois après, Mitterrand va Rocard et Mitterrand va Giscard. Donc, prudence. Prudence. Alors vous avez annoncé que vous alliez soutenir la candidature d'Alain Juppé. Pourquoi rouler pour Juppé? Bon, d'abord parce que c'est mon adresse depuis toujours. C'est vrai. Je le rappelle. C'est le plus giscardien des RPR. J'ai été député européen avec lui tout jeune. Nous sommes maintenant dans la Grande Aquitaine tous les deux. J'ai été son ministre heureux des PME de 84 à 97. Il a été le président du parti quand moi j'étais Premier ministre. Donc nous avons une relation amicale et partenariale approfondie. J'aurais pu attendre, ce que j'ai souvent fait dans d'autres cas avec Chagrin, qu'il est prudent d'attendre en France, mais là mon adresse était tellement évidente qu'attendre c'était peut-être suspect. Et donc j'ai préféré dire clairement les choses. J'habite chez Juppé depuis toujours, c'est ma maison politique, donc je n'ai pas de souci là-dessus. Pourquoi je pense qu'il est le meilleur candidat? Parce que je crois qu'il est le plus solide et que c'est cette solidité qu'il va falloir développer. J'ai entendu quelqu'un de très respectable, François Fillon, dire qu'il faudra choisir entre le réformisme puissant ou le réformisme prudent. Je crois que ça, c'est une analyse qui laisserait penser que nous serions dans une élection assez paisible, avec 2% de croissance, élection traditionnelle, où on choisit entre deux voies. Je ne crois pas du tout qu'on soit dans cette situation. Je pense que la situation économique sera dégradée, je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand je vois la situation d'aujourd'hui et la faiblesse politique dans les sondages du président de la République, son Premier ministre, je pense que nous sommes dans une situation d'extrême fragilité. Je pense que le terrorisme est toujours menaçant, et je pense que la situation internationale est très dangereuse. Dans ce contexte-là, je ne crois pas que l'élection présidentielle se fera dans une situation de totale sérénité. Dans ce contexte-là, je pense que les deux grandes valeurs qui seront nécessaires, ce sera le courage et ce sera ce que j'appelle l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire une éthique de l'État. Et je pense que Alain Juppé est, sur ces deux paramètres, le candidat le plus solide. Donc c'est sa solidité qui me fait penser que dans la crise, il est celui qui sera la meilleure réponse. Donc, je ne le choisis pas, d'une certaine manière, parce que je suis proche de lui. Ça, c'est vrai. Je le choisis parce que je considère, c'est toujours ça la politique. La politique, c'est une projection. Quel sera le débat l'année prochaine? Quelle sera la question? Quelle sera la réponse? Je pense qu'à la question de 2017 de la France, la réponse sera Juppé. Je pense qu'à ce moment-là, c'est sa solidité personnelle qui pourra l'emporter. Et une forme de sobriété. Les Français sont très déçus par la politique, et je ne crois pas que l'élection de 2017 sera une élection de marketing. Je ne crois pas que ce sera une élection de promesses. Je ne crois pas que ce sera une élection de rêve. Ce sera une élection pour la solidité. Voilà pourquoi je crois que le rendez-vous, c'est au fond Juppé la bonne réponse. Que dites-vous aux gens, à ceux qui objectent sa proximité avec Bayrou, qui même n'a pas hésité à faire basculer les dernières élections et qui a fait bousculer d'autres centres chez lui? Alors, je pense que quand on a perdu et qu'on veut gagner, il faut qu'il y ait des gens qui ont voté Hollande qui votent pour nous. Autrement, on ne gagne pas. Donc il faut que les déçus de Hollande soient les bienvenus.
Mhm. Et Bayrou est un peu le symbole des déçus de Hollande. Oui, mais à quel prix? C'était une erreur, pour certains une faute. Il n'empêche aujourd'hui qu'on ne peut pas envoyer le message que pour 2017, surtout vis-à-vis de Bayrou, qui est un bon chrétien, il faut lui envoyer le message de pardon. Je pense que... Mais c'est un message pour tout le monde. Vous avez voté Hollande en 2012, vous êtes les bienvenus en 2017. On ne vous demande pas de faire votre autocritique, vous êtes libre naturellement, mais si on commence par rejeter ceux qui n'étaient pas avec nous, à ce moment-là, on a assez peu de chance. Donc je comprends, mais quand on veut rassembler, il faut savoir oublier. Je rencontre un certain nombre de gens qui disent on va se retrouver avec Bayrou Premier ministre, donc Juppé. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Très franchement, je ne sais ce n'est pas mal, mais ça ne me paraît pas être du tout une équation politique raisonnable. On ne prend pas un Premier ministre à marge. Et là, je pense que Alain Juppé face aux difficultés, et il devra préparer l'avenir, puisque ce sera son seul mandat. Et donc, je pense qu'il aura un choix qui sera un choix d'avenir pour le Premier ministre. Bien, alors, des tas de questions. Il y en a une tout de suite, un confrère chinois. Bonjour, bonjour monsieur, je suis correspondant du quotidien national Shanghai de la Chine. Il y a une question sur le sujet anti-dumping. Sûr ? Anti-dumping. Donc, quelle est l'attitude du Sénat français sur la question anti-dumping contre la Chine maintenant? Et puis, est-ce que le Sénat français va lier cette question avec le statut d'économie du marché de la Chine? Parce que la Chine va obtenir le statut automatiquement. Donc, dernière question, est-ce que la France va soulever cette question sur le sommet de G7 et est-ce que la France va unir les autres pays développés à discuter cette question dans le sommet du G20 à Hangzhou, qui aura lieu à Hangzhou en Chine le septembre 2016. On essaie de prendre une question à la fois, Ah, allez-y. Je le dis pour la suite, pour les suivants. Je ne crois pas qu'il y ait une attitude militante de la France sur ce sujet. Néanmoins, il faudra interroger l'exécutif. Je peux vous parler de ce qu'était la position de Jacques Chirac, président sur ce sujet, et les engagements qu'il a pris, par exemple, pour l'économie de marché, comme Mme Merkel, qui tous les deux ont dit qu'il n'était pas juste que la Russie ait le statut d'économie de marché et que la Chine ne l'ait pas. Je me souviens de ces déclarations qui ont été faites aux autorités chinoises dans plusieurs circonstances. Donc ça, c'est une ligne, je pense, qui est une ligne qui doit être acquise. Mais parallèlement, ce qu'est la position de la France, c'est de souhaiter des politiques de réciprocité. Et donc, de faire en sorte que toutes les politiques qui puissent être menées, que ce soit sur le dumping, mais que ce soit sur les marchés publics, sur l'ensemble des questions d'échanges économiques, c'est de dire nous voulons un principe de réciprocité. Donc je pense que la question de la France, et la France, dans les négociations, agira pour la réciprocité. Si les entreprises françaises ont telle possibilité en Chine, il faut que les entreprises chinoises aient telle possibilité en Europe. Et réciproquement, si les entreprises chinoises ont telle possibilité en Europe, les entreprises françaises doivent avoir telle possibilité. Donc c'est ça la ligne directrice de notre vision des échanges entre la Chine et l'Europe. Donc c'est la recherche d'un équilibre, c'est une réponse. Réciprocité, c'est la traduction en français de gagnant-gagnant en chinois. C'est notre logique. Donc je pense qu'au Sénat, comme ailleurs, nous voulons rester dans cette logique-là. Personnellement, je pense que la question aujourd'hui
de l'économie de marché, puisqu'en effet, c'est quelque chose qui a un aspect mécanique maintenant. Je pense que pour nous, la bonne politique, c'est la discussion pour gagner, faire des progrès en matière de réciprocité. Donc c'est pas de bloquer, c'est pas d'opposer, c'est de négocier. Je pense que c'est ça les relations internationales. Les relations internationales, c'est le dialogue pour essayer de tirer des avantages, mais des avantages dont on cherche à ce qu'ils soient équilibrés pour les deux parties si on veut un accord. Donc c'est ça la ligne politique. Aujourd'hui, nous avons des échanges qui sont déséquilibrés. Nous avons une économie chinoise qui est en train de se redistribuer avec une forme de nouvelle croissance, avec une problématique qui est que, d'une part, la Chine avait prévu dès son 12e plan une nouvelle croissance, mais elle n'avait pas prévu que dans cette période, le monde serait en panne de croissance. Donc pendant que la Chine redistribue sa croissance, le monde est en panne de croissance. Donc tout le monde fait l'amalgame sur ce sujet, mais ce n'est pas tout à fait les deux mêmes sujets. Une redistribution de la croissance et une situation de panne de croissance. Dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'investissements chinois qui viennent, il y aura peut-être moins d'importations chinoises et plus d'exportation de capitaux et de placement d'épargne, etc. Et donc dans ce contexte-là, on a beaucoup de négociations à faire. Donc moi je suis vraiment favorable à utiliser en positif cette nouvelle donne de l'économie de Chine pour une négociation et pour qu'on recherche un équilibre, notamment par la réciprocité dans nos échanges. C'est donc ça l'attitude globale de la France. Je ne sais pas quelle sera l'attitude du président de la République au G7 et au G20. Ce que je sais, c'est qu'Hangzhou est une des plus belles villes du monde, que ce Westlake est magnifique et qu'autour du thé, et toutes ces plantations de thé, je ne vois pas le monde manquer de sagesse là-bas. Si le monde manque de sagesse à Hangzhou, nous sommes perdus. Joliment dit, oui. Une autre question? Oui, vas-y. Oui, Robert Chaïd, le correspondant de chez Média Liberty d'Angleterre à Paris. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, vous avez donné une analyse sur le Moyen-Orient. Et en même temps, on sait qu'il y a quelques jours, M. Fillon était en Iran. Est-ce que je peux vous poser deux questions? Une, quel était le but de ce voyage? Est-ce qu'il y a eu des promesses, des messages donnés, pris? Et deuxième, la relation entre la Syrie et l'Iran vous fait peur, vous fait méfiance ou confiance? Dans les situations compliquées, il ne faut jamais avoir peur. Et avoir peur d'une très vieille civilisation serait une faiblesse. Donc, comme toujours, il faut discuter. La position qui a été prise sur l'Iran, après l'accord du 14 juillet, ça a été d'accompagner ce retour de l'Iran sur la scène mondiale, si on peut dire les choses comme ça. C'est pour ça que j'ai participé moi-même à une mission du Sénat en Iran avant la visite du président Rouhani. Nous avons été reçus par le président Rouhani à Paris, le président du Sénat et moi, et nous avons fait en sorte qu'il y ait des délégations qui avancent, des délégations politiques, des délégations économiques, et nous pensons qu'il faut qu'il y ait sur ce sujet beaucoup de dialogue pour une bonne compréhension des systèmes. On voit bien que l'Iran a besoin de la France dans un certain nombre de sujets, et on voit bien qu'on a des incompréhensions qui existent, naturellement, sur le système politique, sur les choses sur lesquelles notre culture n'est évidemment pas la même. Donc, dans ce contexte-là, on voit que le dialogue est très long. Je dois dire que les discussions qu'on a eues avec toutes les autorités iraniennes, avec le Sénat, ont été des discussions très ouvertes et avec le sentiment que l'Iran pouvait contribuer fortement à la paix. Que l'Iran pouvait aussi contribuer à une pédagogie d'un islam responsable. Il y a donc un certain nombre de sujets sur lesquels
les dispositions nouvelles de la donne internationale, et notamment ce retour à un dialogue franco-iranien, est très utile. Donc que M. Fillon aille en Iran, c'est une bonne chose. Et en plus, on veut montrer aussi un peu à nos amis américains que nous n'acceptons pas l'attitude des États-Unis qui, par la négociation du 14 juillet, ouvre l'Iran à l'économie mondiale, mais en même temps pénalise tous les chefs d'entreprise et tous les leaders politiques qui vont en Iran en leur imposant un visa spécial aux États-Unis comme étant des suspects parce qu'ils sont allés en Iran. Comme si on n'ouvrait l'Iran que pour les États-Unis. Donc ça, petite irritation au fond de moi sur ce sujet, vous l'avez noté. J'essaie d'être diplomatique, mais j'ai du mal à le cacher. C'est des choses qui sont pour nous difficiles à accepter. Et donc on est tout à fait favorable à ce qu'il y ait un certain nombre de choses. Alors, dans la question, est-ce que cela, en Syrie, on voit le travail que fait l'Iran en Irak. On voit qu'en Syrie, l'Iran d'ailleurs a souffert de certains attentats pour un certain nombre de ses cadres militaires. Donc on voit bien que l'Iran est également exposé sur ce sujet. Ce qui est préoccupant, c'est la place que l'Iran accorde à l'Arabie Saoudite et que l'Arabie Saoudite accorde à l'Iran. C'est au fond tous ces tensions périphériques à la tension irako-syrienne qui nous préoccupent. Turquie, Kurdes, Russie, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, sunnite, chiite. Enfin, il y a 1000 frottements qui sont des sources de préoccupation. Donc, c'est cela que nous voulons aujourd'hui faire. C'est de dire à l'Iran que nous sommes prêts à construire un partenariat avec l'Iran progressif et que nous ne voulons pas entrer dans une situation de tension qui serait liée à une position de la France vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Donc je reviens à cette ligne de politique étrangère équilibrée, la paix par l'équilibre. C'est donc, je pense aujourd'hui, plutôt pour nous, une bonne nouvelle de voir l'Iran redevenir un acteur, y compris dans la région. Et naturellement, nous avons beaucoup de choses à lui demander, et nous lui demandons des choses, le rôle du Hezbollah au Liban. Nous avons beaucoup de choses à dire. On n'est pas en situation de relations concordantes à tout point de vue. Mais nous reconnaissons le rôle dans la région, notamment de l'Iran, et pour cela, c'est un interlocuteur crédible avec lequel nous voulons parler. Et donc, la visite de François Fillon s'inscrit dans cette dynamique, comme des visites d'entreprise vont s'inscrire. Nous pensons qu'il faut trouver l'équilibre sur le sujet et que cet équilibre est renforcé par la présence de l'Iran. Ah oui, Binalou Samira, je suis correspondant de Show. C'est un journal quotidien à Alger, en arabe, et le KBC TV. Ma question, vous avez parlé de la politique internationale et vous avez dit qu'il faut rétablir un discours avec la Russie. Et vous avez parlé après de Bachar al-Assad, or qu'on sait que vous avez parlé d'un issue, un autre issue sans Bachar, ça veut dire un issue politique sans Bachar. Ma question c'est que comment on peut négocier avec la Russie de trouver un autre issue politique sans Bachar, or que on sait que la Russie c'est Bachar, donc on ne peut pas séparer les deux politiciens, Poutine et Bachar. La deuxième question, vous avez parlé de la primaire de 2017. Attends, une question à la fois, et on n'est pas du tout dans les mêmes sujets, alors non, allez. Juste oui, non. Vous avez parlé de la bonne surprise de Giscard avec Mitterrand. Moi, j'ai une autre question. Comment vous allez voir la surprise de Marine Le Pen avec Alain Juppé en 2017? C'est tout, on n'a pas une troisième. Non, le micro. Alors, premièrement,
je ne crois pas que l'objectif premier de la Russie et de M. Poutine soit le maintien à tout prix de Bachar pour l'éternité. Je pense que la Russie est convaincue, comme un certain nombre d'autres partenaires, qu'on ne combat le terrorisme qu'à partir d'un État. Et qu'on ne peut pas attaquer l'État si on veut combattre le terrorisme. Donc il faut une alliance avec l'État. Donc il y a une alliance aujourd'hui entre Poutine et Bachar. D'accord. Là, nous on pense que l'avenir de la Syrie se voit plutôt sans Bachar. Mais restent les négociations et les discussions avec les uns et avec les autres sur quel calendrier, sur quel type d'objectif, comment peut se faire. Donc la discussion, elle est ouverte et on a le sentiment que la Russie sur ce sujet peut ne pas être aussi crispée qu'on pourrait le croire. Et naturellement, il y a des questions de calendrier, il y a des questions de discussion. Donc là, il faut... Nous, on ne peut pas dire le départ de Bachar tout de suite et maintenant. On sait que ce n'est pas possible, que les partenaires pas. Et nous disons, l'avenir, ce n'est pas avec Bachar. Mais entre les deux, comment est-ce qu'on organise les choses? Donc, est-ce qu'on peut trouver un accord? En tout cas, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas impossible. Et donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver cet accord. Il est évident qu'on n'a pas la même analyse, mais il y a une analyse quand même qui est assez partagée, c'est que le terrorisme naît du désordre. Et que la destruction de l'État, c'est souvent des opportunités données au terrorisme. Et c'est une théorie qui est développée notamment par le président égyptien, qui l'a montré à plusieurs reprises, qui dit un État, une armée, c'est la seule façon de battre le terrorisme. Et on a bien vu, c'était comme ça que ces choses se sont passées en Égypte. Mais donc, il y a cette question qui est une question du désordre qui crée le terrorisme. Donc ça, on peut avoir des discussions sur ce sujet. Alors, c'est très difficile, je suis d'accord, on a avec la Russie pas mal de sujets de désaccord, mais je pense que si vous voulez, la diplomatie, c'est de trouver une solution, et on voit bien que les hésitations des Américains, l'hésitation notamment de M. Obama sur l'action en Syrie, puis aujourd'hui l'inquiétude que fait naître la campagne américaine, tout ce contexte-là fait que si la Russie est redevenue au premier rang, les États-Unis n'y sont pas forcément étrangers. D'ailleurs, M. Kerry lui-même entretient la discussion. Donc nous voyons bien aujourd'hui, moi je suis pour du réalisme, on voit bien aujourd'hui que c'est l'action de la Russie qui aujourd'hui à la fois a conforté Bachar, mais en même temps a fait reculer en partie Daesh. Donc il faut tenir compte de tout cela. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ce sera sans doute très long, mais c'est vrai aussi qu'il faudra bien trouver des solutions. Et vous savez, je pense qu'on fait une erreur en résumant la Russie aujourd'hui, c'est souvent ça dans l'Occident, au tempérament de M. Poutine. La Russie a une grande expérience diplomatique. La Russie a dans cette région du monde une longue expérience. Et donc, ce n'est pas un homme qui aurait des pulsions caractérielles avec lesquelles il est difficile de discuter. Il y a aussi en Russie une tradition diplomatique dans la région qui pèse et pour lesquelles il y a des diplomates compétents, il y a un certain nombre de gens avec lesquels on peut discuter. C'est pas nouveau dans notre histoire. Donc ça, je pense que c'est une affaire difficile, mais c'est une question qui est vraiment posée à nos consciences, y compris à la conscience de la France sur le dossier libyen. Qu'est-ce qui se passe quand on participe à la destruction de l'État? Alors c'est une affaire très difficile, parce que
je crois que l'intervention à Benghazi était légitime. Mais quand vous détruisez l'État, vous créez aussi des circonstances ensuite, qui sont des circonstances qu'il faut assumer. Donc le sujet est quand même, si on le prend avec la liberté intellectuelle la plus large, c'est un sujet qui est quand même très difficile. Alors Marine Le Pen, Alain Juppé, ce ne serait pas une surprise. Je pense que c'est ce qui est probable d'arriver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis au président de la République française que il fallait, je pense, tirer les leçons du 13 novembre, mais aussi des élections régionales qui sont arrivées au début décembre. Et que c'est ce paquet-là de l'opinion publique française qu'il fallait traiter. Et pour moi, ça passe vraiment par une action très très forte en matière d'emploi et de cohésion sociale. Et ce que je regrette, c'est que ne l'ayant pas fait, et ayant emmené le débat sur la déchéance de personnalité, tout ceci a comme seul résultat que c'est le Front National qui profite de tout ça. Et donc là, il y a vraiment une situation qui est pour nous complètement nouvelle. Dans le passé, quand la droite échouait, c'était bon pour la gauche. Quand la gauche échouait, c'était bon pour la droite. Donc quand j'étais plus jeune, une journée comme aujourd'hui, manifestation contre le pouvoir, c'est bien pour nous l'année prochaine. C'est plus vrai. Les gens croient que c'est toujours vrai, mais c'est plus vrai. C'est le Front National qui gagne. Parce qu'on met le pouvoir, opposition et majorité dans le même paquet. Et donc il y a une difficulté, c'est que le Front National aujourd'hui est en situation d'être au second tour. Alors est-ce qu'il sera? Mais je pense que c'est... Pour moi, ce ne serait pas une surprise. Quand je vois ce qui s'est passé aux élections régionales, et quand j'en vois qu'on n'en a tiré aucune leçon, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas trop tard, mais je pense qu'il faut pouvoir réagir. Et ce qu'est la réponse au Front National, sur un certain nombre de sujets, c'est la puissance de la politique, la capacité de la politique de faire des choses. Ce que reprochent beaucoup de gens du Front National, c'est que la politique est impuissante. L'affaire de déchéance de la nationalité montre l'impuissance de la politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. De ce point de vue-là, je pense que c'est Alain Juppé qui saura le mieux rassembler les Français pour faire face à cette menace du Front National. Moi, je parle de la surprise du sondage. De quoi? Oui. Le sondage à la fin. Le deuxième tour. Il n'y aura pas de surprise. Je voulais dire que Madame Le Pen pourrait gagner? Non, c'est le contraire. Oui, que Alain, Alain Juppé va gagner. oui, Alain Juppé. Je pense que... Bon, soyons très prudents, parce que c'est une expérience qu'on ne connaît pas vraiment. On a eu M. Le Pen en 2002, et on ne sait pas, il faut être prudent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et avec la fille, avec les nouvelles donnes, il faut être prudent. Moi, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, il y a un plafond qui empêche Mme Le Pen de gagner. Là, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut être très prudent. Il est probable que Alain Juppé puisse rassembler, mais il faut quand même être extrêmement vigilant. Alors, une question de ma consoeur japonaise, tu te présentes? Oui, Sukoyama Moji, ex-correspondant de Sankei Shimbun, c'est le bureau de Sankei Shimbun à Paris. Alors, je suis devenue journaliste correspondante indépendante. Voilà. Bon, toujours à propos de Alain Juppé, selon l'article du Monde, du proche de M. Hollande a dit que Alain Juppé n'a pas changé depuis longtemps. C'est encore pire. Mais qu'est-ce que vous trouvez cette estimation? Puis M. Alain Juppé n'a pas tellement réussi comme Premier ministre en 1995. Comment vous trouvez cette situation? D'abord, je vous dirais, je ne suis pas sûr que l'entourage du président de la République soit très crédible pour porter un jugement politique aujourd'hui. Il ne me paraît pas être
un pôle d'expertise tel que on puisse vraiment juger M. Juppé de la Hollandie aujourd'hui. Je pense qu'ils devraient être concentrés sur leur projet et sur leur position plutôt que de commenter. C'est tout simplement pour leur dire que c'est un peu malicieux que de vouloir faire porter aux autres ses propres difficultés. Sur les deux questions de fond, est-ce que Alain Juppé a changé? Sur son caractère, sur ses lignes politiques, je ne crois pas fondamentalement. Sur son expérience, oui. Un, il a souffert. Deux, il a réussi formidablement à Bordeaux. Et je pense que le Juppé de Bordeaux est un Juppé beaucoup plus moderne, beaucoup plus manager, beaucoup plus déterminé que peut-être le Juppé de Matignon. Et je pense qu'il faut voir ce qu'est devenu Bordeaux pour bien mesurer ce qu'est un homme de vision, qui a des visions de long terme. Vous verrez au mois de juin l'inauguration de la Cité du Vin, qui est quelque chose d'exceptionnel et qui va faire de tout ce territoire. Il a réconcilié Bordeaux avec tout le territoire, il a enrichi Bordeaux de tout ce territoire et il a construit, y compris sur le plan environnemental, des choses très, très d'avant-garde. Donc je pense que le caractère de l'homme reste le même, je pense que l'expérience de l'homme a beaucoup changé. Et quant à la situation de 95, il a mené des réformes très difficiles, et la réforme de l'assurance maladie, c'est quand même lui, il est allé au bout. Donc je pense que on a sur le jugement de la politique de 95 une impression qui est très marquée par l'échec de la dissolution. Mais en fait, quand on regarde bien tout ce qu'il a fait, je crois qu'il a eu une activité de Premier ministre, notamment sur le plan économique et social, de réforme puissante. Donc, je ne crois pas que les hommes changent fondamentalement. Une grande partie de ma vie, j'ai expliqué que Giscard avait changé. Puis maintenant, je vais expliquer que Juppé a changé. Et au fond, je ne pense pas que les hommes changent fondamentalement sur ce qu'ils sont. En revanche, la souffrance qu'a pu avoir Alain Juppé quand il est parti au Québec, la réflexion qu'il a eue, le comportement de grande dignité qu'il a assumé, prenant sur lui-même des choses qui n'étaient pas forcément à supporter que par lui, il a eu cette attitude qui a été une attitude douloureuse, et donc il a souffert, et je pense qu'un homme politique qui souffre se densifie. Et puis il y a cette expérience de Bordeaux qui fait que vraiment aujourd'hui on voit ce qu'est Alain Juppé à l'œuvre. Je ne connais pas de gens, moi j'habite à 220 km de Bordeaux, je ne vois pas de gens qui vont à Bordeaux et qui ne reviennent pas admiratifs de ce qui a été fait. Donc je pense que c'est quand même, c'est ça la politique, c'est l'action quand même. Hein. Et Juppé, il a sa règle. Ça se voit, ça se touche. Oui. Oui. Bonjour M. Raffarin, Xavier Alonso pour la tribune de Genève 24 en Lausanne, donc la Suisse. Une question en lien avec la primaire et la présidentielle aussi. On voit sondage après sondage un besoin de renouvellement de la classe politique qui s'exprime, que les Français expriment. Le maire républicain élu dans les petites et moyennes villes en France. Est-ce que, simplement, comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que ce besoin de renouvellement de la classe politique française, que d'aucuns jugent trop âgée et en place depuis trop longtemps, va jouer un rôle? Alors, le besoin de renouvellement, il est très important. Mais je ne pense pas que ce soit un enjeu électoral de 2017. C'est les deux choses. Je pense qu'on a un énorme problème de crédibilité de la classe politique. Et donc, aujourd'hui, si la classe politique ne comprend pas qu'elle doit changer radicalement,
contribue à l'impuissance. Donc je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses, non seulement dans les personnes, mais aussi dans les méthodes, dans un certain nombre de principes. Je vous en cite un par exemple, où la classe politique elle-même participe à son impuissance, quand maintenant on désigne de plus en plus des autorités indépendantes, qui sont en fait quand même nommées par le politique, mais dont le politique est innocent. Je pense que ce soit un ancien directeur de cabinet d'un Premier ministre qui soit à la tête du CSA pour faire l'audiovisuel, on crée là, on dit ah, c'est trop important pour que ce soit confié à un politique. On va laisser les choses inimportantes, on confie ça, mais quelqu'un qui est quand même de source politique, puisqu'il a été directeur de cabinet d'un Premier ministre. Donc je pense qu'il faut que la politique assume. On est content, on n'est pas content, on change les gens si on ne le sera pas, il y a des élections pour se faire, et donc je crois qu'il faut qu'on change beaucoup de choses. Je crois qu'il faudra diminuer le nombre de parlementaires pour rendre la politique plus rapide, plus efficace. Je pense qu'il faudra changer beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut revenir au septennat non renouvelable? Je pense qu'il faudra, on va bouger sur le cumul des mandats. Je crois qu'il faut que la politique se remette fondamentalement en cause. Et ça, dès les premières semaines de l'alternance. Est-ce que ce besoin de renouvellement sera déterminant en 2017? Je ne le pense pas forcément, parce que je crois, je fais toujours la même chose, je crois que la situation de 2017 sera une situation dégradée, et que très souvent, dans la vie politique française, le débat sur le renouvellement, c'est un débat qu'on a un an avant. Quand on est encore en situation assez calme, il n'y a pas encore de crispation de l'opinion publique, et on dit changeons les têtes. Donc je me souviens très bien de M. Baudis, de M. Seguin, de M. Michel Noir, de Mme Barzac, de beaucoup de gens qui ont émergé, qu'on attendait à un moment, et puis qui finalement, quand le match se resserre, quand ça devient crispé, et quand on est dans une situation un peu de crise, on va chercher plutôt la solidité plutôt que la fraîcheur. On va chercher ce qui est la forme de solidité pour faire face un peu à la tempête. Donc, si on était en situation de 2-3% de croissance et une situation assez calme, je pense que le renouvellement serait un critère déterminant. Si on est en situation d'inquiétude et de danger, je ne pense pas que le renouvellement. Mais ce serait une erreur si on ne prenait pas en compte ce que disent les gens de la vie politique. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose. C'est un résultat de plusieurs alternances, mais l'impuissance actuelle de la politique ne sert pas à l'image de la politique et complique les choses. Il y a un nom qui n'a pas été cité, celui que nous avons reçu il y a quelques mois, c'est Bruno Le Maire. Comment vous voyez son avenir là-dedans? Parce que est-ce que vous pensez qu'il fait partie des émergents qui vont disparaître? Non, je pense qu'il est dans le trio. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux marques. Si on fait il y a deux marques, il y a Sarkozy et anti-Sarkozy. Et anti-Sarkozy, ça s'appelle notamment Juppé aujourd'hui. Et Juppé a les qualités qui correspondent un peu au défaut que vous êtes très sarkozyste. Vous entrez dans ce match parce que vous êtes soit anti-Sarkozy, soit pro-Juppé, mais vous entrez dans le match Sarkozy-Juppé. Et si vous n'entrez pas dans ce match, vous choisissez le renouvellement. Et vous êtes Bruno Le Maire. Donc je pense que c'est un triangle. Je pense que Le Maire, en fait, prend de l'oxygène à Fillon. Parce qu'on a le match des cadors et on a le match du renouveau. Donc je pense que Le Maire, je crois qu'il va monter. Mais comme Chevènement a été monté, comme beaucoup de gens sont montés dans les périodes, vous vous souvenez de l'effet Chevènement, on s'attendait. Donc je pense que Le Maire va monter, et puis au fur et à mesure que la campagne va se cristalliser, il redescendra. Je crois. Bien, même question. Bonjour Monsieur Raffarin, Jianping Zhang, correspondant spécial de Epoch Times, un journal siégé à New York. Ma question c'est que vous connaissez beaucoup de Chinois en Chine, au milieu politique. Comment va-t-il la campagne frapper le titre de Xi Jinping? Et comment vous la voyez? Et est-ce que d'après eux, est-ce qu'il y a des différences importantes entre Xi Jinping
et ses prédécesseurs. Même question pour vous. Merci. Vous savez, c'est parler de la Chine, il faut toujours le faire avec prudence. Vous savez, Paul Claudel, qui avait été diplomate là-bas, quand on l'interrogeait, qu'est-ce que vous pensez des Chinois, il répondait toujours, votre question m'embarrasse parce que je ne les connais pas tous. Bon. Donc, la question m'embarrasse parce que pour connaître la politique chinoise et pouvoir en parler, il faut beaucoup de connaissances en profondeur. Ce que je peux dire, ce que je vois, c'est que la Chine est engagée dans une réforme économique qui est majeure. Le nombre d'usines qui ferment et d'usines qui se créent est très important. La Chine, on lui a dit 100 fois d'ailleurs, mais a bien compris que son modèle de développement, qui était de la croissance tout azimut, était un modèle d'impasse. Et donc, c'est assez amusant parce que quand la Chine est en croissance très forte, on a peur, elle va polluer tout le monde, etc. Et quand la Chine est en moins de croissance, on a peur aussi. On a toujours peur. Donc il faut quand même se dire les choses. Tout le monde souhaitait que la Chine repense son modèle de croissance. Parce que son modèle de croissance conduit à de la pollution, conduit à des difficultés. Donc, tout le monde le souhaitait. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le 12e plan. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de conjoncturel. Redistribuer. Ça veut dire quoi redistribuer? Ça veut dire les énergies renouvelables, être leader aujourd'hui du photovoltaïque, et ça. Donc, est à la fois toujours yin et yang, très pollueur, le charbon, mais très environnemental, les éoliennes, le photovoltaïque, etc. C'est-à-dire, donc, redistribuer, et notamment dans les usines qui étaient des usines très polluantes, des usines qui n'étaient pas productives, on les ferme. Ce qui, naturellement, sur le plan social, agite pas mal. On ferme des usines, on en crée de nouvelles. Moi, je peux dire que dans 3 ou 4 ans, quand les nouvelles usines fonctionneront, la compétitivité de la Chine, ça va être quelque chose. Parce qu'ils sont en train de refaire complètement ça sur des centaines de milliers d'emplois. Tout ça est difficile pour l'opinion publique. Donc, l'autorité qu'a le président Xi Jinping, il la met sur ce sujet, et pour équilibrer les choses, et pour que l'opinion publique puisse adhérer au système, il y a une grande lutte contre la corruption. Car l'opinion publique demande une lutte contre la corruption. Et donc, il y a 2 manettes. 1, je réforme. 2, je lutte contre la corruption. Je réforme pour la compétitivité du pays. Je lutte contre la corruption pour essayer de donner des satisfactions à une opinion publique qui est assez sensible. Quand vous demandez la différence entre Xi Jinping et les autres, je pense que Xi Jinping a une sensibilité à l'opinion publique que les autres dirigeants avaient aussi, mais peut-être un peu moins, plus la sensibilité au parti, la sensibilité au corps intermédiaire, la sensibilité aux élites. Je pense que Xi Jinping fait attention à son image dans les restaurants. On le voit s'occuper de son image. D'ailleurs, il a une image mondiale. Xi Jinping serait reconnu dans la rue s'il se promène sur les Champs-Élysées. Hu Jintao, ça n'aurait pas été reconnu. Et on voit bien qu'il y a une communication qui est différente. Et donc je pense que c'est ces 2 leviers-là qui sont aujourd'hui en œuvre. Une réforme pour un autre modèle de croissance, moins d'importation, plus de performance de l'économie chinoise, meilleurs paramètres environnementaux, et en même temps, beaucoup d'exportations de capitaux, à la fois pour placer l'épargne des Chinois. Et quand un Chinois gagne $1, l'Américain gagne $3. Mais sur ces $3, l'Américain, il en emprunte 4. Et le Chinois, sur son $, il en économise 40%. C'est aujourd'hui l'épargne plus faible qui finance le déficit du plus gros. Donc c'est ça cette réalité-là, aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte-là, l'avenir de la Chine, c'est en grande partie la protection de l'épargne des Chinois. Pas seulement. Donc il y a de l'argent à placer de manière non risquée, de manière dispersée dans plusieurs pays, sur des différents projets, pour protéger
ce qu'est l'avenir de la sécurité sociale, ce qu'est l'avenir de la santé, ce qui est le volant d'épargne. Parce que si les Chinois épargnent, ils épargnent pour protéger leur avenir, pour protéger leur famille. Donc il y a là, donc nous on va se retrouver avec des entreprises qui auront peut-être plus de difficultés en Chine, parce que la compétition va être vive, mais en même temps on aura des investissements chinois plus importants. Dans le livre de Xi Jinping, il annonce que c'est 500 milliards d'US dollars dans les 5 ans investis à l'étranger. Donc il faut gérer ça. Et je crois qu'il faut bien comprendre cette équation politique du moment. Les pouvoirs sont entre les mains d'un pilote qui a une très très forte autorité. Et ce pilote, il a, de mon point de vue, deux leviers. Des réformes puissantes pour moderniser l'économie et la rendre plus soutenable. Et de l'autre côté, une lutte contre la corruption pour garder le contact avec l'opinion publique, pour que l'opinion publique voit bien qu'on corrige beaucoup des défauts du pouvoir chinois. Donc c'est entre ces deux-là qu'on voit le pilotage actuellement. En tout cas, c'est mon analyse, mais je le redis avec une certaine prudence, parce que par définition, c'est très compliqué, et que les circonstances font que la Chine est aussi un pays qui sait s'adapter aux situations. Donc, si les situations évoluent, elle évolue. Là, vous avez une question de Chine intérieure, je dirais. Bonjour, Monsieur Raffarin. Je suis journaliste, correspondante spéciale de Global Times de Pékin. J'ai lu un article hier en chinois écrit par un Chinois qui travaille ici en France. L'article a dit qu'en France, pour être très proche vers la Chine, c'est politiquement incorrect. On a beaucoup discuté sur ce article. Je voudrais savoir selon votre expérience, est-ce que c'est un problème réel? Est-il politiquement correct d'être proche de la Chine? Oui, très proche de la Chine. Êtes-vous politiquement correct, Monsieur le Président? Oui, j'ai une autre petite question. Je sais que vous avez participé à un forum de bois récemment à l'île de Hainan. Est-ce que vous avez visité plusieurs villes dans la ville? Quelle est votre impression sur la construction et le développement économique de Hainan? Merci. Est-il politiquement correct? C'est très difficile à répondre. Parce que dans le milieu politique, à la fois, il y a une forme de respect pour ceux qui s'intéressent à la complexité chinoise, à la culture chinoise, et donc on sent bien que c'est quelque chose qui demande du travail et qui demande de l'effort. Donc il y a à la fois du respect pour ceux qui font l'effort de s'intéresser à la civilisation chinoise, à son passé, qui arrive à mettre les dynasties à peu près dans l'ordre, etc., etc. Donc il y a une forme de respect, et en même temps, et c'est vrai un peu de tous les pays, si vous vous intéressez à un pays, vous êtes tout de suite un peu supposé défendre plutôt les intérêts du pays que vos propres intérêts. Et c'est vrai aussi de Jean-Pierre Chevènement quand il s'occupe de la Russie, de X ou Y, et quand je me suis occupé beaucoup d'Algérie, j'avais toujours cette idée, quand vous vous occupez d'un pays, vous rencontrez les dirigeants de ce pays, et quand je vais voir M. Bouteflika, on me dit il est un allié de M. Bouteflika. Donc c'est toujours un peu la difficulté. Donc c'est vrai qu'en France, les deux phénomènes existent, et puis il y a une résistance. Je dois dire que la résistance est plus faible quand les socialistes sont au pouvoir. La résistance, pourquoi? Parce que un des sujets majeurs de crispation, c'est l'affaire du Tibet en France. C'est un sujet d'incompréhension. Parce que pour la France, le Dalai Lama, c'est un non-violent moine, quasiment ermite. Pour les Chinois, c'est un chef politique qui est un gouvernement en exil.
il y a un projet politique. Donc on ne parle pas de la même chose quand on parle du même homme. Et l'opinion publique française voit dans le Dalai Lama plus un fils de Gandhi qu'un Chinois militant qui veut conquérir le pouvoir. Bon. Donc il y a cette forme d'incompréhension. Et quand les socialistes sont au pouvoir, c'est souvent les milieux socialistes qui ont été souvent dans ce combat pro-tibétain. D'ailleurs, par exemple, la mairie de Paris qui avait fait du Dalai Lama citoyen d'honneur, ce qui avait valu un certain nombre de problèmes. De la Noé. De la Noé, voilà. Et donc ça avait créé un certain nombre de problèmes. Quand le président de la République est socialiste, il demande à ses troupes de ne pas agiter ce chiffon rouge qui crée un peu de nervosité dans la relation et des parasites. Et donc vous entendez qu'en ce moment, la contestation tibétaine n'est pas très forte. Et le jour où la droite revient, on verra remonter la contestation. Mais parce qu'il y a un effet de symétrie. Et donc, ce que je crois, là, qui est très, très important, c'est que l'opinion publique, elle, n'a pas ce que les élites ont comme réticence sur la Chine. Moi, je fais des conférences, je fais des débats, il y a beaucoup de monde qui vient, il y a une curiosité pour la culture chinoise, il y a un intérêt pour la Chine, et il y a entre le peuple chinois et le peuple français des formes d'intérêt réelles. Donc, je pense que quelquefois, parce qu'il y a le problème, il y a l'histoire du communisme, il y a l'histoire qui a séparé nos idéologies politiques, qui fait qu'il y a toujours les questions des droits de l'homme, évidemment, il y a toujours un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui, dans la société française, sont très présents, mais ça donne une crispation. Donc il est quelquefois, dans certains milieux, incorrect de s'intéresser à la Chine, mais moi je vis comme ça depuis 30 ans et j'en suis pas malheureux. Et très franchement, l'opinion publique, les gens, y compris dans mon propre département, où très souvent un adversaire politique va bien dire il y a le chinois qui arrive, ou je sais pas quoi, au total, l'opinion publique, elle, est intéressée de voir que quelqu'un essaie de comprendre la Chine, parce que tout le monde a bien perçu qu'il y aura une part de Chine dans notre avenir. Comme il y a eu dans ma génération une part d'Amérique dans mon avenir. Quand j'étais tout gamin, on m'a appris un peu, c'était notamment Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'Express et le défi américain, qui nous ont expliqué un peu ce que c'est que l'Amérique. On était habitués à vivre avec l'Amérique. Moi, quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit qu'il y aurait plusieurs McDonald's à Poitiers, je n'aurais pas cru. Mais je lisais ce qu'on m'apprenait de la culture américaine, du rock'n'roll, ça c'était plus facile, mais aussi de beaucoup de sujets sur lesquels les États-Unis venaient rayonner, parce que derrière les produits, il y avait aussi des idées. Et finalement, on a vécu avec l'Amérique sans se laisser dévorer, mais en prenant beaucoup de choses, mais en étant avertis. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut avertir aussi les gens de la part d'Asie qu'on aura dans notre avenir. Et les jeunes générations, elles auront une part d'Asie, parce qu'on voit bien que l'Asie va compter énormément. Donc l'opinion publique a bien compris que c'était important de comprendre l'Asie, de s'intéresser à l'Asie, s'intéresser à la Chine, pour imaginer ce que sera le monde de nos enfants dans l'avenir. Sur l'île de Hainan, non, très franchement, je n'ai pas vu l'île de Hainan. J'ai rencontré M. Li Keqiang, le Premier ministre, j'ai vu beaucoup de leaders. Vous savez, dans ce genre de forum, j'avais 10 rendez-vous par jour, mais on avait une très belle délégation française, dans laquelle il y avait un ministre, M. Le Guen, il y avait un ancien Premier ministre, enfin 2 anciens Premiers ministres, il y avait Dominique de Villepin, on avait le PDG de Decaux, le PDG de Dassault Systèmes, on avait beaucoup de gens, et la France était très présente, et on avait beaucoup de rendez-vous avec les autorités économiques asiatiques, parce qu'il n'y avait pas que la Chine, il y a aussi le président de Samsung, etc. Bien. Une dernière question ici, sauf si vous avez le temps d'en prendre d'autres après, mais je crois que vous avez un horaire. Oui, vas-y, je t'en prie, je te présente. Monsieur Raffarin. Je suis donc journaliste malgache, donc de Madagascar, ancienne colonie française, qui fait partie de la zone Afrique. Madagascar, comme vous savez, est une île plus grande que la France, avec le Benelux. En 2009, il y a eu un coup d'État qui a été fait par un jeune homme de 33 ans. Et il y avait des mauvaises langues qui ont dit que
cette personne a été aidée par la France pour destituer le président qui était là, qui était assez arrogant avec la France. Ma question n'est pas vraiment là. Ma question, c'est sur les prétendants à la fonction suprême, à la présidence de République, que ce soit dans Madagascar, je vous parle de ce jeune homme de 33 ans, ou même en France, où je vois que les prétendants sont de plus en plus jeunes. Est-ce que les jeunes actuellement sont plus intelligents, ils acquièrent plus rapidement des expériences, où ils osent plus, parce que des fois on se dit on attend d'abord pour avoir plus d'expérience, pour prétendre à cette fonction. Ta question. Que pensez-vous de cette jeunesse de plus en plus jeune et excusez-moi, une deuxième question, vraiment dernière question, parce que Madagascar, donc, depuis, s'enfonce de plus en plus dans la pauvreté. Actuellement, Madagascar, avec son nouvel gouvernement, s'ouvre de plus en plus, et notamment aux pays arabes. Et actuellement, il y a un vol direct qui s'est ouvert de Turquie à Madagascar, et il y a un accord qui a été accepté par le gouvernement actuel de construire 3000 mosquées à Madagascar. Donc, il y a une relation privilégiée entre la France et Madagascar jusqu'à maintenant. Je ne sais pas que dit votre ambassadeur à Madagascar, parce que moi, c'est vrai qu'on a des motifs. Voilà, je vous remercie. Bon, je ne crois pas que la France ait manipulé quoi que ce soit. Je me souviens, j'avais rencontré le prédécesseur d'ailleurs, qui était aussi très jeune. Donc, en fait, dans ce type de bataille, on prête beaucoup à la France. Hélas, elle n'a pas toujours les moyens de pouvoir être aussi puissante que ça pour intervenir dans le temps de jeu. Ce que je crois, c'est que Madagascar est très important, en effet, dans notre histoire et dans nos relations, que l'Afrique et l'océan Indien sont des espaces stratégiques, on va dire, qui montrent toute cette partie du monde très importante, et que ce n'est l'intérêt de personne de voir ni Madagascar avoir des tensions religieuses fortes, ni d'avoir un développement de la pauvreté. Et je pense qu'il y a une vraie volonté en France, il y a beaucoup de sympathie pour l'histoire malgache et pour le peuple malgache. Donc je crois que notre Quai d'Orsay aujourd'hui, qui sera quand même celui qui va inspirer la politique du prochain président, a une position très favorable pour notamment l'aide au développement, pour ce que peut faire l'AFD, notre agence, sur ces questions-là. Je sais qu'il y a des discussions qui sont sur ce sujet. Sur la jeunesse, c'est pas forcément que la jeunesse est plus intelligente, je crois que la jeunesse, elle est surtout mieux adaptée à l'évolution de la société. C'est que la société est en train d'être tellement bouleversée, et ce qu'on annonce avec le digital va être encore des bouleversements très importants. Donc c'est vrai que les modèles culturels d'une génération sont quelquefois complètement bouleversés par des comportements sociaux qui sont très différents. Forcément, leur appartement quand ils quittent Paris. Les jeunes louent leur appartement quand ils quittent Paris. On voit des comportements qui changent complètement, et je crois que ce qui va se passer avec la société digitale va être encore profondément modifié. Donc je crois que le grand atout de la jeunesse, c'est d'être connecté à la société qui émerge. Et c'est pour ça qu'on a besoin des jeunes dans la vie politique. Le seul problème, donc, c'est que de trouver des jeunes qui ont une culture un peu de l'expérience, ils n'ont pas l'expérience. Parce qu'au fond, on a connu des gens comme Giscard, qui était ministre à 33 ans, et qui avait des capacités aussi exceptionnelles. Donc je crois qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'expérience pour comprendre, et puis il y a des gens qui peuvent comprendre sans avoir forcément l'expérience, et qui peuvent bien comprendre la société. Donc il faut être prudent. Mais aujourd'hui, je crois que la jeunesse a vraiment un atout, parce que nous sommes dans une mutation profonde, et que la jeunesse est mieux connectée, par définition,
que les autres. Donc ce serait une erreur de faire aujourd'hui une forme de procès à la jeunesse. Si on veut comprendre la société, vivre avec la société et bien interpréter ce qui se passe, il faut que les jeunes participent évidemment à cette compréhension du monde. Un grand merci. Je vais vous demander de mettre un petit mot dans ce livre. Alors, voilà. Ici, si vous voulez, parce que vous êtes...